Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard dû à un petit problème technique de démarrage, mais en tout cas, je suis ravi de ce webinaire. Christophe Jouvel, DGA de l'OPCO Atlas, et je suis très content de ce webinaire, notamment pour un sujet qui me tient à cœur, qui est le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, ce webinaire sera co-animé avec Sabrina Dogados, avocat associé à Littler France et Atlas, sur donc ce solde de la taxe d'apprentissage. L'ordonnance de juin 2021 mandate la Caisse des dépôts et consignations d'affecter pour le compte des entreprises les soldes de la taxe d'apprentissage. Ces actions sont sorties du champ des OPCO, mais il nous paraissait important, et dans la continuité des services que propose l'OPCO, de vous présenter ce webinaire autour donc de Soltea. Soltea qui va être la solution qui va vous permettre d'avoir la liste des établissements habilités et ainsi identifier ceux pour lesquels les employeurs souhaitent apporter un soutien. Donc, bon webinaire à toutes et à tous, et je laisse la parole à Sabrina Dogados. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est évidemment un sujet plus que d'actualité qui est assez inédit puisque c'est la première année de mise en place de ce nouveau système de gestion du solde de la taxe d'apprentissage qui va effectivement être désormais géré par la Caisse des dépôts et consignations. Alors on va passer en vue dans l'heure qui nous est impartie un certain nombre d'items, à commencer par le périmètre des entreprises qui sont concernées par ce solde de la taxe d'apprentissage. Sont concernées finalement l'ensemble des entreprises évidemment qui sont redevables. Donc je le rappelle, ce sont des entreprises, donc des sociétés individuelles, entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les associations également dès lors qu'elles sont fiscalisées et les groupements d'intérêt économique. Donc le principe évidemment, le fait générateur en fait de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage, c'est le fait que l'entreprise emploie des salariés et soit fiscalisée, donc assujettie aux impôts commerciaux et à l'impôt donc sur les sociétés, ou d'ailleurs l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Donc en pratique, ça concerne l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ professionnel d'Atlas en sa qualité d'opérateur de compétences. Seules ne sont pas concernées les quelques entreprises effectivement qui n'atteignent pas, dont la masse salariale en fait n'excède pas 6 fois le SMIC. Donc on est vraiment sur des toutes petites TPE potentiellement. Et enfin, petite précision, puisque c'est une dérogation qui est historique en France et qui d'ailleurs n'a pas été supprimée lors de la dernière réforme de la loi Avenir Professionnel, on a un régime dérogatoire pour les établissements employeurs qui sont situés en Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Donc en Alsace-Moselle, effectivement, on a des entreprises qui sont exonérées du solde de la taxe d'apprentissage et donc qui ne sont assujetties qu'à l'ancien, ce qu'on dénommait le quota de la taxe d'apprentissage. S'agissant des modalités de collecte et de répartition des fonds, d'abord un premier rappel s'agissant de la composition, ou plutôt de la décomposition de cette taxe d'apprentissage. Je vous le rappelle, on est sur une taxe assise sur la masse salariale annuelle brute qui correspond à 0,68% de la MSBA. Elle est décomposée en deux parts. La part principale, dont le taux est fixé à 0,59% de la masse salariale, à titre principal, permet évidemment de financer les contrats d'apprentissage, et puis le solde, qui correspond à un taux résiduel de 0,09% de la, pardon, pas de la taxe d'apprentissage, justement, de la masse salariale des entreprises. Et donc, c'est ce solde, ce fameux 0,09%, qui va être désormais géré par la Caisse des dépôts et consignations à destination des établissements qui sont éligibles. S'agissant des modalités de déclaration de ce solde de la taxe d'apprentissage, au titre de l'année 2022, vous allez donc devoir, vous, en tant qu'entreprise employeur, déclarer le solde de la taxe d'apprentissage auprès des réseaux collecteurs que sont les URSSAF et le réseau des MSA pour le périmètre agricole. Bien évidemment, concernant les entreprises qui relèvent d'Atlas, on est bien sur le réseau des URSSAF. Et donc, ce sont effectivement les URSSAF qui vont procéder à la collecte de ce solde via la déclaration sociale nominative, qui est donc évidemment une DSN mensuelle. Et donc, cette déclaration va s'effectuer via la DSN du mois d'avril
Et ce prélèvement va se faire via des modalités déclaratives que l'on vous a reproduit là à l'écran. Donc, on vous a fait un peu une espèce de focus, en fait, via la DSN sur les rubriques à devoir compléter. Donc, là, vous pouvez visualiser sur les 2 slides qui apparaissent à l'écran, qui seront d'ailleurs évidemment mises à votre disposition à l'issue du webinaire. Vous avez là sur les 2 slides à l'écran les modalités déclaratives sur la DSN qui sont concernées. Vous avez une fiche Net Entreprise sur le site de l'URSSAF qui détaille plus précisément ces modalités. Donc, c'est assez visuel et assez bien fait. Et donc, vous le voyez ici, on a bien le code, donc le bloc qui est concerné par le solde de la taxe d'apprentissage qu'il faut pouvoir effectivement reporter sur la DSN. Alors, comment se connecter à Soltea? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en termes de temporalité, on a 2 grands moments, 2 temps forts, si j'ose dire. D'abord, une première phase qui consiste pour les entreprises à déclarer leur solde de la taxe d'apprentissage via les URSSAF, qui vont donc procéder à la collecte de ce solde. Et puis, un deuxième temps, Soltea, qui va permettre d'affecter les fonds effectivement aux établissements bénéficiaires. Donc Soltea, quelque part, c'est un système de gestion géré par la Caisse des dépôts et consignations qui va permettre d'affecter, de gérer les souhaits d'affectation qui vont être exprimés par les entreprises. Donc pour cela, il faut évidemment qu'à la fois les entreprises versantes et les établissements bénéficiaires soient évidemment correctement, préalablement identifiés sur la plateforme Soltea, ce qui signifie que pour les entreprises employeurs, il faut effectivement se connecter via la plateforme. L'ouverture de ce portail dans sa partie, si j'ose dire, extranet réservée aux employeurs en leur qualité d'entreprise versante, était annoncée pour le 25 mai prochain par la Caisse des dépôts et consignations. Pour se connecter, ça se fait donc via Net Entreprise. Donc chaque entreprise va pouvoir se connecter sur Soltea via Net Entreprise. Les choix de fléchage des fonds vont pouvoir être exprimés par les entreprises jusqu'au 7 septembre prochain. Alors, les dates que l'on vous mentionne là et qui d'ailleurs sont reportées sur les slides sont des dates indicatives. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Il n'y a pas de texte juridique qui définit, qui impose des deadlines d'ailleurs. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui a annoncé ces dates, qui évidemment se met en ordre de marche pour être en mesure de pouvoir respecter ce timing-là. Et c'est évidemment ce mode opératoire-là a été défini par la Caisse des dépôts et consignations. Sur la question de savoir s'il y a des frais de gestion qui vont être prélevés par les opérateurs en présence, à la fois d'ailleurs les URSSAF en tant que collecteurs et la Caisse des dépôts et consignations en tant que répartiteur. La réponse est oui. L'URSSAF va de son côté prélever des frais de gestion à hauteur de 0,5% sur les sommes dues et qu'elle va donc reverser à la Caisse des dépôts et consignations. Et la CDC, pour sa part, va également prélever des frais de gestion sur la base d'un taux qui devrait être prochainement déterminé par arrêté ministériel. Alors, la question de savoir si l'arrêté sera publié d'ici les opérations d'affectation et de reversement des fonds, je n'ai pas l'information en l'occurrence, mais ce serait quand même de bon ton que l'arrêté ministériel soit quand même publié prochainement. Bon, ceci étant dit, ça ne change pas la situation concernant les entreprises versantes, qui est que c'est bien une obligation légale pour leur part que de procéder effectivement à la déclaration de leur solde de taxe d'apprentissage. Et alors, s'agissant évidemment du choix des établissements éligibles, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un choix, il leur appartient en fait de décider d'affecter librement d'ailleurs de ces fonds à une ou plusieurs écoles habilitées. Libre à elle aussi finalement de décider de ne pas affecter ces fonds à des établissements. Ce sera assez regrettable, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement dans ce cas-là, il y a un mode de traitement qui a également été défini par la Caisse des dépôts et consignations pour traiter le cas des fonds qui n'auraient pas été affectés par l'entreprise versante. Alors justement, sur ces modalités de versement auprès des écoles habilitées, le principe n'a pas été modifié par le Code du travail depuis la mise en place de la plateforme Soltea. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait dire que c'est vraiment une modalité de gestion qui a été mise en place là pour la première année en 2023, mais qui ne modifie pas fondamentalement les règles d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage, puisque finalement, les entreprises demeurent libres de choisir les établissements bénéficiaires de ce solde parmi la liste
des 15 catégories d'établissements qui sont définies par le Code du travail. Donc, Soltea, pour cela, doit référencer sur le portail l'ensemble des établissements éligibles, conformément aux dispositions du Code du travail. Et donc, la plateforme va être accessible aux établissements, là aussi sur une partie extranet qui va leur être dédiée, à partir du 5 mai prochain. Ça va leur permettre de pouvoir se référencer et évidemment transmettre leur RIB, puisque c'est de cette façon-là que la CDC va pouvoir régler et donc affecter les fonds aux différents établissements. Alors, j'en profite là pour faire un petit focus quand même sur la situation des CFA. Les centres de formation d'apprentis ont vocation à être eux aussi éligibles au solde de la taxe d'apprentissage, mais attention, je vous le rappelle, c'est uniquement sous la forme de subventions en nature, sous la forme d'équipements et matériels à vocation pédagogique. Et à vocation pédagogique pour des formations dispensées par apprentissage, préparant à des certifications, donc des titres ou des diplômes inscrits au RNCP. Je le rappelle et je le précise vraiment de cette façon-là parce que ça signifie que ce sont donc des subventions en nature, ce sont donc des dotations qui évidemment ne se traduisent pas par le versement de monnaie sonnante et trébuchante et donc évidemment n'ont pas vocation à transiter par la plateforme Soltea. Donc ce n'est pas la CDC qui va gérer les affectations que feraient des entreprises versantes à des CFA au titre du solde de la taxe d'apprentissage. Donc Soltea ne gère pas les subventions en nature destinées au CFA. Ça ne transite pas par la plateforme. En revanche, l'entreprise, quand elle souhaite faire ses affectations à un CFA, effectivement, en amont, elle devra le déclarer via la DSN auprès des URSSAF, donc comme si c'était d'ailleurs un versement en numéraire. En revanche, après, le traitement se fait hors plateforme. Je vous le rappelle, côté entreprise, il va falloir effectivement d'abord valoriser le don, à savoir est-ce que c'est du matériel neuf ou du matériel d'occasion. Donc, il y a un document comptable qui va permettre de pouvoir valoriser le don qu'elle souhaite faire au CFA, établir une facture pro forma qu'elle devra adresser au CFA en précisant que c'est bien un don en nature au titre de la taxe d'apprentissage qui est effectuée auprès du CFA, à charge pour le CFA, de son côté, d'émettre une attestation confirmant l'intérêt pédagogique de la dotation qu'il reçoit. Donc là, on est vraiment sur un processus qui n'est pas nouveau, qui est le même que celui qui était d'ailleurs applicable avant la mise en place de Soltea et qui se fait totalement hors plateforme Soltea. Sur les catégories d'établissements qui sont donc éligibles à percevoir ce solde de taxe d'apprentissage via Soltea, on a 15 catégories d'établissements qui ont été définies par la loi, qui sont globalement les mêmes. La liste de mémoire, d'ailleurs, n'avait pas été modifiée ou vraiment de façon très marginale par la loi de 2018. Donc, on est globalement dans le champ, à titre principal, on est dans le champ de la formation initiale pure, sous statut scolaire ou étudiant. Et dans ce cadre-là, on retrouve finalement toutes les catégories d'établissements d'enseignement publics, privés. Attention, si ce sont des établissements d'enseignement privés, ils doivent être à but non lucratif. C'est une condition sine qua non pour être éligible au solde de la taxe d'apprentissage. Et donc, vous avez ces différentes catégories d'établissements qu'on vous a reproduit là à l'écran, qui sont effectivement précisément énumérées par la loi. Je regarde un peu les différentes catégories, mais enfin globalement, je les ai synthétisées. On retrouve d'ailleurs également les écoles de la deuxième chance qui sont éligibles et les écoles de production que j'ai dû vous mettre encore après. Voilà, la liste est assez longue. On retrouve aussi de façon plus spécifique les établissements d'aide par le travail et les établissements de réadaptation, de préorientation, de rééducation professionnelle. Ça concerne évidemment les publics plus éloignés de l'emploi et les publics en situation de handicap. Et on retrouve de façon très spécifique une catégorie d'établissements, la numéro 13, qui n'est pas un établissement d'enseignement en tant que tel. Il s'agit des organismes qui participent au service public de l'orientation tout au long de la vie. Pour cette catégorie d'établissements, donc c'est pas un établissement d'enseignement, ce sont des organismes à but non lucratif qui ont vocation à promouvoir notamment les métiers, les formations professionnelles et promouvoir les services d'orientation professionnelle. Il y a une liste qui est définie, qui est établie par décision du président du conseil régional, donc dans chaque région, et donc vous avez une liste précise qui est publiée par arrêté ministériel qui permet effectivement de définir quelles catégories d'organismes sont bien éligibles à ce titre-là
pour percevoir le solde de la taxe, sachant que pour cette catégorie d'organismes, on a une petite spécificité, c'est qu'ils sont capés dans leur éligibilité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir percevoir le solde de la taxe d'apprentissage dans la limite de 30% du solde. Voilà, les organismes qui figurent donc sur la liste établie par arrêté ministériel qui agissent au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale des métiers, de la même façon que la catégorie numéro 13, on a là aussi finalement des organismes qui ne sont pas des établissements d'enseignement à proprement parler et qui promeuvent les métiers, la formation et plus globalement participent quelque part au service public de l'emploi, mais généralement dans des secteurs bien spécifiques, et qui sont également éligibles à partir d'une liste qui est établie au niveau national, publiée par arrêté ministériel. La dernière liste a été publiée le 29 décembre dernier, 2022 exactement, et on a 70 établissements, 70 organismes qui ont été habilités à ce titre-là. Le solde affecté à ces organismes ne peut pas dépasser 30% du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, ça correspond en pratique, vous voyez, on a plus de 3 chiffres après la virgule, à 0,027% de la masse salariale brute annuelle. Donc, on a quand même beaucoup d'organismes qui sont potentiellement, en tout cas 15 catégories d'organismes, c'est assez dense, qui sont potentiellement éligibles au solde de la taxe d'apprentissage. Encore faut-il que ces établissements soient correctement référencés et déclarés, et donc identifiables sur la plateforme Soltea. En slide 17 que vous avez là à l'écran, on vous a projeté un rapide calendrier, si j'ose dire, des principales étapes et donc surtout des périodes pendant lesquelles finalement les différentes séquences de versement et surtout de choix d'affectation vont pouvoir se faire afin que les établissements perçoivent les fonds concernés. Donc, vous le voyez, entre le 31 mai et le 7 juillet prochain, eh bien, là, l'employeur, effectivement, va pouvoir potentiellement choisir les établissements bénéficiaires. Entre le 7 juillet et le 7 septembre, potentiellement, là encore, il y a une deuxième vague en fait de versement qui va pouvoir être effectuée afin que les établissements perçoivent le solde de la taxe d'apprentissage par la caisse de dépôt, donc auquel cas les établissements percevront ce solde à la date du 15 septembre. Et à défaut de choix par l'entreprise, passer ces deux premières séquences-là, ces deux périodes-là d'affectation, eh bien la répartition des fonds qui seront donc libres parce que non affectés va se faire par la Caisse des dépôts et consignations selon des règles qui ont été effectivement précisées et qui doivent d'ailleurs être encore affinées. J'y reviendrai dans un instant. Et donc, en l'absence de choix par l'entreprise des établissements éligibles, eh bien, la CDC va réaffecter ces fonds selon des modalités définies par les textes réglementaires selon la date butoir du 15 octobre prochain. Donc, l'idée, c'est que le cycle, finalement, de vie de ce solde de taxe d'apprentissage, globalement se passe en termes de réaffectation et donc de versement aux établissements éligibles, se situe entre mi-juillet et mi-octobre, au titre de l'année concernée par ce versement du solde de taxe d'apprentissage. Sabrina? Oui. Alors, j'ai pris la place de Christophe parce qu'on a des petits problèmes de connexion, comme tu as pu le constater. Donc, je voudrais ponctuer ton information. Le début, effectivement, de la déclaration sur Soltea, c'est à partir de fin mai, le 25 mai, c'est ce qu'a annoncé la Caisse des dépôts. Et effectivement, si l'entreprise n'a pas déclaré son montant de solde aux URSSAF dès la DSN du mois de mai, elle peut encore le faire, et ce, finalement, jusqu'au 7 septembre. La période de répartition, c'est donc du 25 mai pour les employeurs, pour les entreprises, c'est donc du 25 mai au 7 septembre. À partir de ce moment-là, il y a déjà un versement, comme tu viens de le dire, aux écoles de la part de la Caisse des écoles, de la Caisse des dépôts au 15 juillet, au 15 septembre, et l'atterrissage via l'algorithme au 15 octobre, qui permet déjà aux entreprises de pouvoir répondre à la campagne de collecte des établissements d'enseignement pour résoudre un petit peu leurs promesses de versement qu'ils ont l'habitude de faire vers leurs établissements cibles, et de répartir tranquillement leurs fonds
durant tout l'été jusqu'au 15 septembre, jusqu'au 7 septembre pour la finaliser, et le deuxième versement intervient le 15 septembre. Si j'ai bien suivi, pour tout ce qui est versement, donc on rappelle que ça c'est vers l'URSSAF, et tout ce qui est répartition, c'est via la plateforme Soltea. Alors il y a une question qui dit est-ce qu'on a besoin de se connecter pour avoir un compte sur Soltea? Oui, il faut aller sur netentreprise.fr pour créer son compte, donc au mois de mai, vers le 23. Ça va ouvrir vers le 23 mai pour les entreprises, le 5 mai pour les établissements, puisqu'il faut rappeler que les écoles ont besoin aussi d'aller se connecter pour déposer leur RIB sur la plateforme de la Caisse des dépôts et consignations afin de percevoir des fonds du solde de cette taxe d'apprentissage, et aux entreprises, à partir du 25 mai, d'aller via netentreprise.fr, créer leur compte Soltea pour pouvoir accéder à la plateforme et répartir le montant du solde de la taxe d'apprentissage. Alors, j'ai déjà pas mal de questions. Si tu veux, on fait une petite pause questions avant que tu me poursuives pour finaliser. Donc, je vais aller un petit peu dans le back-office. Donc, deux paiements, absolument. Une partie règlement aux URSSAF, une partie répartition sur Soltea. Pour les dons en nature, tu l'as dit, c'est l'année fiscale qui prévaut. Donc, effectivement, c'est comme auparavant sur les déductions pour versement dons en nature, dons en matériel. C'est toujours une histoire d'année fiscale. J'ai une question, qu'en est-il des 70% restants? Je pense que ça s'applique à la notion des 30% pour les associations dites du social. En fait, on n'est pas obligé de reverser aux associations dites du social, c'est quand on a une disposition, un souhait de reversement vers ces associations qui ne prodiguent pas de diplôme en particulier et qui répartissent l'argent différemment sur d'autres formations. On n'est pas obligé de reverser ces 30%, mais c'est la part maximum qu'on peut donner à ce type d'établissement. Voilà. Les frais de gestion sont réglés de quelle sorte? A priori, les frais de gestion seront imputés sur les versements. C'est pour ça, quand vous allez faire des promesses de versement aux établissements, suivant leur campagne de collecte, ils vous envoient bien souvent un formulaire à remplir en disant voilà, nous sollicitons le versement de votre solde de la taxe d'apprentissage. Merci de nous indiquer le montant. Il faut peut-être préciser le montant, c'est toujours hors taxe, puisque la taxe d'apprentissage, il n'y a pas de TVA applicable dessus. Et peut-être en mettant une marge de sécurité en disant nous souhaitons vous verser telle somme sous réserve des frais de gestion appliqués par la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'on n'a pas encore le montant exact défini par arrêté de ces frais de gestion. Pardon Christophe, mais on pourrait espérer d'ailleurs que les frais de gestion finalement de la CDC soient potentiellement prélevés que sur la part libre, des fonds libres, et non pas la part des fonds affectés. C'est ce qu'on avait un petit peu essayé d'initier avec eux, mais a priori ce ne sera pas le cas. Puisque pour cette première année, alors c'est vrai que c'est la première année qu'ils sont en charge et peut-être que ça évoluera sur les années prochaines, mais a priori ça va être des frais fixes par arrêté. Donc on attendra ce montant. Pour la masse salariale inférieure à 6 SMIC, c'est à l'année ou mensuelle? C'est une déclaration mensuelle, effectivement, via la DSN. Donc ça c'est mensuellement qu'on est exonéré ou pas. Si la CDC devient gestionnaire, si on a une question sur la répartition, à qui pourra-t-on s'adresser désormais? Alors, j'imagine que sur la plateforme Soltea, il doit y avoir un question-réponse et un mail générique auquel s'adresser pour avoir ces renseignements, bien évidemment. Est-ce que la plateforme Soltea sera automatiquement activée sur le site Net Entreprise? Non, il faut aller s'inscrire, on a déjà répondu. Il faut effectivement aller créer son compte sur Net Entreprise pour pouvoir accéder à Soltea. Peut-on tout verser avant le 15 juillet? Bien évidemment, mais le versement se fait aux URSSAF.
C'est-à-dire, peut-on tout répartir? Le plus tôt possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Petite précision, on répartit donc pas par somme, on répartit par pourcentage de son montant du solde de la taxe d'apprentissage. Pour les tiers déclarants, comment cela se passe? On crée un compte sur Net Entreprise tiers déclarant et on recoupe tous les SIRET concernés. Évidemment, c'est encore par SIRET, c'est pas par Sirène encore cette année. Pour la plupart des PME du bâtiment, la quote-part de la TA au CFA auquel elle faisait appel lors du recrutement d'apprentis. Alors ça, c'est autre chose. La quote-part de la TA au CFA, c'est la part principale qui est attribuée au CFA. Après, tout ce qu'on pourra verser via le solde, c'est des dons en matériel, des dons en nature. Pour les tiers déclarants, aurons-nous un accès global pour nos clients ou faudra-t-il créer un compte Soltea par client? Absolument, un compte Soltea par client, c'est le cahier des charges de la CDC pour cette année. Peut-être que ça évoluera, on l'espère. En tout cas, ça a fait partie des préconisations que tous les OPCO ont fait à la CDC. Malheureusement, pour leur démarrage, ce sera par SIRET exclusivement. Peut-on accéder via notre espace comptable ou faut-il se connecter? Vous aurez un accès direct à la plateforme Soltea une fois que vous serez inscrit via netentreprise.fr. Peut-on choisir plusieurs établissements? Bien évidemment, le nombre d'établissements il est limité. Bon alors, c'est toujours en rapport avec le montant du solde total. C'est sûr que faire des fléchages, c'est-à-dire envoyer des sommes en direction des établissements en dessous d'une centaine d'euros où c'est pas forcément très intéressant dans le rapport établissement-entreprise, mais vous pouvez choisir le nombre d'établissements que vous voudrez. Et bien entendu, le fléchage se fera aussi par formation, pas uniquement par école. On pourra choisir de flécher vers un diplôme en particulier. La recherche sera un peu comme auparavant sur les listes des écoles publiées sur le site des préfectures de région. C'est toujours par formation, par niveau de diplôme, par adresse, par typologie d'établissement, etc., etc. Par région aussi. Est-ce que les frais de gestion sont à déduire des sommes dues? Oui, on imagine que oui, les frais de gestion seront imputés sur les montants indiqués. Vous nous transmettrez votre support. Alors, le support sera en ligne, on espère cet après-midi, sur opcoatlas.fr, sur collecte de vos contributions, calculer vos contributions, comme d'habitude sur la page dédiée aux informations. Vous avez les informations sur la conventionnelle, le dernier webinaire sur le solde de la TA de décembre avec la Caisse des dépôts, le replay de ce webinaire aussi qui sera accessible avant la fin de semaine sur cette page et le support de présentation qu'a commenté Sabrina depuis le début de la réunion. Bien sûr, vous pourrez le télécharger. À qui sont imputés les frais de gestion? Bien sûr, c'est imputé par SIRET, donc par montant, par SIRET, bien évidemment, par établissement. Voilà, je déroule un petit peu, slide 6. Une question, Sabrina. En slide 6, il était indiqué que les entreprises employant un apprenti sont exonérées. Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer et préciser? En fait, c'est lorsque la masse salariale n'excède pas 6 fois le SMIC, que potentiellement ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage. Voilà, je suis profession libérale, BNC, avec impôt sur le revenu. Suis-je bien concerné par cette taxe d'apprentissage? Non, parce que les personnes et entreprises soumises au BNC ne sont pas soumises au régime ni de l'IS ni des BIC, donc ne payent pas de taxe d'apprentissage. Je pense notamment d'ailleurs aux sociétés civiles professionnelles qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Le cabinet comptable peut-il créer les espaces Soltea sur l'espace Net Entreprise du Canin ou les sociétés doivent-elles se le faire elles-mêmes sur leur espace? Non, il y a des accès.
Ouais, tiers déclarant, tout à fait, oui. Donc c'est une fonction à cocher sur Net Entreprise, hein, sur la plateforme. On peut tout à fait créer un compte tiers déclarant. On a ce choix. Le choix d'établissement ne concerne que 0,9%. Alors c'est 0,09. Dans ce cas, où vont les 0,59 restants? Alors il y a deux parts, hein, on va le rappeler, dans la taxe d'apprentissage. Tous les mois, depuis le 1er janvier 2022, la part dite principale, c'est-à-dire les 0,59% des 0,68 que représente la taxe d'apprentissage, vous les versez directement aux URSSAF. Ça part dans l'enveloppe alternance apprentissage, c'est ce qui paye les coûts des formations des apprentis depuis l'année dernière. Tous les mois, ça crée une grande enveloppe nationale, hein, qui permet d'avoir presque ce million d'apprentis. Le solde, ça, c'est encore à la main des entreprises pour aller flécher ces sommes vers les établissements d'enseignement, donc les écoles de vos choix. C'est bien ça, Sabrina? Tout à fait. En fait, finalement, rien n'a changé de ce point de vue-là. La nouveauté, c'est le mode opératoire pour collecter les fonds et les réaffecter. Et là, de ce point de vue-là, la remarque que l'on peut faire, c'est que finalement, on a une espèce de retour en arrière pour ceux qui ont connu les OCTA, les organismes collecteurs de taxes d'apprentissage, qui n'étaient que des purs intermédiaires financiers. Et bien finalement, la CDC reprend à son compte quelque part les prérogatives des OCTA à l'époque, puisqu'elle a un rôle qui est exclusivement un rôle d'intermédiaire financier. Elle n'a absolument pas vocation à gérer autrement que selon les indications qu'elle reçoit des entreprises, s'agissant des établissements destinataires de ces fonds. Donc, elle ne fait que gérer sur instruction, si j'ose dire. Et s'agissant de la part libre, donc de ces fonds qui ne seraient pas affectés par les entreprises versantes, de la même façon, ce n'est pas la CDC qui décide par elle-même de ces règles d'affectation. C'est selon un algorithme et des modalités d'ailleurs à venir, parce qu'elles devront être précisées par un arrêté ministériel, qu'on aura les règles qui permettront de définir les modalités selon lesquelles la CDC va affecter les fonds libres, c'est-à-dire les sommes qui n'auraient pas été affectées par les entreprises et pour lesquelles elles n'auraient reçu finalement aucune instruction. Alors, est-ce que la fraction des 13% TA est supprimée? Ben, absolument pas, c'est de ça dont on parle, sauf que ça s'appelle plus les 13%. On appelle ça maintenant le solde, hein, parce que tous les ans, avec la taxe d'apprentissage, il faut changer un peu les noms, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Exactement. Donc, et la dernière réforme a été, de ce point de vue-là, c'était plutôt bien vu. Ça a permis quand même de simplifier les zéros après la virgule, parce qu'effectivement, le 13% de taxe d'apprentissage nous amenait à des chiffres improbables après la virgule. Donc là, exactement, c'était 0,0884% des voilà. Donc ça, de la masse salariale, donc ça devenait compliqué. Exactement. Et donc c'était assez bien vu que de modifier cela. Donc on ne parle plus du 13% de la taxe d'apprentissage au titre du solde, mais bien du 0,09% de la masse salariale brute annuelle. C'est à peu près, très sensiblement, globalement la même chose que le 13%. Mais attention, on ne parle plus c'est plus les mêmes assiettes. Mais ça veut dire la même chose. C'est ça. Pourquoi parlez-vous de deux versements? On verse une seule fois à l'URSSAF via la BSN et ensuite on choisit juste l'école où cette somme sera versée. On ne fait qu'un versement. Oui, tout à fait. Hein, on ne verse qu'une seule fois, c'est-à-dire le règlement se fait aux URSSAF et la répartition via la plateforme de la Caisse des dépôts. En fait, là où il peut y avoir potentiellement des périodes de versement différentes, c'est en fonction de la date à laquelle l'entreprise se prononce pour faire son choix d'affectation. En fonction du moment, vous l'avez là, je vous les ai remis la slide 17, au moment où l'entreprise décide de faire ses choix d'affectation, qu'elle reporte sur la plateforme Soltea, et bien consécutivement, la CDC reversera les fonds concernés, soit mi-juillet, soit mi-septembre, soit mi-octobre, en fonction potentiellement du moment où l'entreprise versante s'est manifestée. Alors, comment se passe la déduction si l'entreprise a embauché des alternants? J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. La déduction sur le solde, il n'y a que deux façons de déduire un montant sur le solde de la taxe d'apprentissage. C'est le versement en nature, c'est-à-dire en matériel, et la créance alternant de la CSA quand on est concerné et plus de 250 salariés et plus. C'est bien ça. Bonjour, j'aimerais savoir comment sera réglé le solde de la TA de l'année 2021 via Soltea ou comme auparavant directement à l'organisme de formation. Alors, c'est bien de le préciser.
au niveau de l'année 2021, l'année fiscale étant clôturée, on ne peut plus régler son solde de l'AMS 2021 aux écoles, sont pas censés l'accepter. Donc là, il reste qu'une seule chose à faire, c'est télécharger le CERFA 2485 et envoyer son argent directement aux impôts. Trésor public, oui, tout à fait. Voilà. Alors, si les sociétés A et B ont fusionné au 31/12, la société A ayant absorbé la société B, est-ce que la société A paie et répartit le quote-part de la solde de la taxe de l'apprentissage pour la société B? Ouais. Ça paraît logique, hein. Ouais. S'il y a fusion, il y a absorption des salaires. Si les effectifs sont reportés sur la société B, oui, le solde est dû, tout à fait. Donc l'absorbant doit régler la quote-part de l'absorbé, bien sûr. Donc je répète parce que ça c'est une question récurrente. Le replay du webinaire ainsi que le support seront disponibles sur opcoatlas.fr entre cet après-midi et vendredi. Faudra-t-il faire le choix de l'école tous les ans? Oui, il n'y a pas de mandat à vie sur la même école. Il faudra faire sa répartition tous les ans, à peu près dans la même période. Peut-être que modulo les dates du calendrier qui changeront peut-être l'année prochaine. Mais donc là, c'est ouverture le 25 mai 2023, fermeture le 7 septembre 2023. Voilà, si jamais on n'a pas déclaré, réglé son solde de la taxe d'apprentissage aux URSSAF avant, ce sera déjà un atterrissage via l'algorithme dont a parlé Sabrina de la Caisse des dépôts. Et pour toutes les sommes arrivant après cet atterrissage, ce sera a priori reporté sur l'exercice prochain. Que faire s'il n'y a plus de salariés en 2023? Il n'y aura pas de DSN en avril pour déclarer le solde 2022. Alors, en principe, si. C'est-à-dire, vous ne faites pas de DSN pour déclarer la masse salariale en cours ou vous la déclarez à zéro, mais en mai, vous devrez déclarer le montant du solde de la masse salariale 2022. Tout à fait, elle est due, de toute manière, même si vous avez arrêté les versements mensuels en 2023 parce qu'il n'y avait plus de salariés en 2023. Si vous en aviez en 2022, le solde est dû. Télécharger le support, on a déjà répondu, ce sera en ligne sur opcoatlas.fr. Peut-il y avoir un versement de nos deux établissements SIRET différents auprès du même bénéficiaire? Tout à fait. Si vous avez une seule école et 4 établissements, vous faites 4 répartitions pour la même école. Pour l'instant, c'est comme ça que ça va se passer au niveau du Soltea pour cette année en tout cas. On a déjà un compte sur NetEntreprise en tant que tiers déclarant. Doit-on quand même s'inscrire sur Soltea? Oui, il faut quand même retourner sur netentreprise.fr au mois de mai pour aller créer son accès Soltea et bénéficier donc de la plateforme Soltea. Sinon, on n'arrivera pas à se rendre dessus sans accès NetEntreprise. Voilà, un seul versement aux URSSAF, on a déjà répondu. Quand connaîtrons-nous le montant du solde de la taxe à verser? C'est vous le déclarez là pendant la DSN de mai sur les salaires d'avril en fonction de la somme de vos salaires 2022. Oui, donc c'est maintenant qu'ils sont calculés. Voilà. Pour les cabinets comptables, c'est un compte pour tous les SIRET clients où on récolte les codes de chaque client. À mon avis, c'est par SIRET. Donc, si on a un compte tiers déclarant, on va appeler chacun des SIRET que l'on aura associé à ce compte. Il faudra effectivement déclarer pour chaque SIRET. Si nous embauchons plusieurs apprentis, nous n'avons aucune obligation de passer par Soltea, c'est bien ça. Ça n'a aucun rapport. Si vous embauchez plusieurs apprentis, magnifique, nous vous félicitons. En tout cas, le solde de l'ATA, ce sera quand même à régler aux URSSAF via la DSN de mai et à répartir via Soltea, donc la plateforme de la Caisse des dépôts, avant le 7 septembre. Ça n'a absolument rien à voir. Et je précise que les frais de dépenses des apprentis ne sont pas déductibles du montant du solde de la taxe d'apprentissage.
À quoi servent ces nouvelles dispositions, à part rajouter du travail à notre comptable et diminuer les montants que les écoles perçoivent? Alors, c'est pour centraliser les versements. Effectivement, ça paraît un peu plus logique et pratique pour une entreprise d'aller tout déclarer au même endroit et au même moment. C'est-à-dire que au mois de mai, on règle sa contribution aux URSSAF et on va répartir l'argent, la somme de son solde sur la plateforme Soltea. Oui, c'est-à-dire qu'un peu à l'instar des Octa à l'époque, avoir un seul et même, en tout cas un intermédiaire financier unique, a fortiori, ça va même encore plus loin que les Octa à l'époque. Ça permet évidemment d'avoir une vision consolidée très fine des modalités de versement et d'affectation au bénéfice de telle ou telle catégorie d'écoles et d'établissements éligibles. Donc ça permettra quand même in fine d'avoir une meilleure vision, notamment à l'occasion des jaunes budgétaires, de l'utilisation de ces fonds libres, ou non affectés d'ailleurs, ou affectés, pardon. Alors d'ailleurs, justement, sur les règles d'affectation des fonds libres, pour terminer sur cette partie-là, s'agissant des modalités de versement, cette slide-là vous précise bien les modalités qui vont être mises en œuvre par la CDC s'agissant des règles d'affectation de ces fonds non affectés pour lesquels la CDC n'aurait reçu aucune indication de la part des entreprises employeurs à l'issue de la période de campagne. Donc, concrètement, les fonds non répartis vont être versés par la CDC à des établissements bénéficiaires selon des critères objectifs qui vont être définis par des textes réglementaires, dont on n'a évidemment aujourd'hui pas connaissance. En tout cas, ces textes-là n'ont pas été publiés. Il y a quand même un projet de décret qui est en cours de rédaction. Donc, c'est un projet, donc c'est à prendre avec des pincettes. À date de ce que l'on sait de ce projet de texte, effectivement, parmi les critères qui seraient retenus pour opérer cette répartition, serait pris en considération l'implantation géographique des établissements, donc des entreprises versantes, les typologies de formation, et en particulier celles qui visent à préparer à des métiers dans des secteurs qui connaissent des besoins importants de recrutement, donc plutôt sur des métiers dits pénuriques. Et enfin, l'arrêté ministériel devrait venir effectivement nous préciser à la fois les critères et la combinaison retenue pour affecter ces fonds, et selon quelle modalité, si je veux dire, arithmétique, afin effectivement de pouvoir verser ces sommes non attribuées. Voilà, je ne ferai pas de parallèle, mais pour ceux qui ont connu là encore les Octa, effectivement, à l'époque, on avait des commissions paritaires ad hoc au sein de chaque Octa qui étaient chargées d'affecter ces fonds libres, souvent quand même de façon très étroitement liée à des politiques de branche en matière de soutien aux premières formations technologiques et professionnelles. Bon, là, il est très certainement probable quand même que dans le nouveau système tel qu'il est repensé, évidemment, on n'est a priori pas du tout ce même mécanisme-là qui soit fait. Pour autant, c'est vrai que ça m'amène quand même à formuler une observation d'ordre plus global. Il serait quand même, vu les modalités d'affectation de ces fonds libres, on voit bien quand même que potentiellement, on va aboutir quand même à des logiques un peu arithmétiques, certainement très objectives, mais un peu arithmétiques de ces règles d'affectation des fonds libres. Les entreprises, quand même, en leur qualité d'employeur, auraient tout intérêt à veiller à affecter ces fonds pour éviter potentiellement, effectivement, ce caractère un peu aléatoire et en tout cas très arithmétique. On aura peut-être un algorithme via ChatGPT qui nous dira à qui verser ces fameux fonds libres. Ce serait peut-être dommage là que l'entreprise finalement baisse les bras et n'affecte plus ces fonds libres de taxes d'apprentissage parce qu'évidemment, ils ont une utilité tout à fait déterminante, notamment pour beaucoup d'établissements qui globalement ont un modèle économique qui est pour partie bâti sur la perception de ces fonds de solde de taxes d'apprentissage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une question un peu récurrente. Est-ce qu'on est obligé d'aller créer un compte pour répartir sur Soltea si on n'a pas d'établissement? On n'est pas obligé, évidemment, mais en fait, c'est fortement conseillé justement pour éviter cette répartition par algorithme. Donc, on rappelle les cas d'exonération de l'ATA. C'est une masse salariale inférieure à 6 fois le montant du SMIC mensuel, du coup, puisque c'est une déclaration mensuelle, plus avoir embauché un apprenti au moins un jour dans l'année. C'est toujours ces deux règles qui font qu'on est exonéré, pas seulement le fait d'avoir une masse salariale réduite. Il faut avoir aussi un apprenti.
Sinon, on est concerné de toute façon par l'ATA. Les entreprises qui ont employé des alternants, comment faire la déduction? Il n'y a pas de déduction parce qu'on emploie des alternants. Hein. Il y a une subvention de l'État, une aide à l'embauche lorsqu'on emploie un apprenti, mais il n'y a absolument pas de déduction sur le solde de la taxe d'apprentissage. Voilà. Ah, une bonne question. L'ATA étant calculée au mois, il arrive que certains mois, la MS dépasse 6 fois le SMIC et des mois non. Est-ce que l'on prend la MS brute annuelle ou au mois? Vous me posez la question, Christophe, pardon. Oui, en fait, l'ATA étant calculée par mois, certains mois, la MS dépasse 6 fois le montant du SMIC et certains mois, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, les mois où ça dépasse, on est concerné par la part principale et le solde et pas les autres? Oui, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui, puisque le traitement se fait via la DSN. Donc, la logique, elle est forcément le calcul, la détermination de l'assujettissement ou non se fait de façon mensuelle. Oui, je suis d'accord, effectivement. Oui. Donc, les mois qui sont concernés, effectivement, il va y avoir quelque chose à payer. Et les mois où c'est en dessous de 6 fois le montant du SMIC, mais il faut avoir un apprenti, hein, parce que sinon, ça marche pas. Un établissement ayant 4 sirettes, enfin, une entreprise ayant 4 sirettes doit avoir un code de connexion par sirette. Oui, malheureusement, on peut avoir un compte Soltea mais pour les 4 sirettes, mais il faudra aller répartir les 4 sirettes indépendamment. Alors justement, ça me permet, parce que je vois les retourner, ça me permet du coup de faire une judicieuse transition avec cette dernière thématique, s'agissant de la gestion par sirette du solde de l'ATA par Soltea. Ça, c'est une particularité. Effectivement, on considère que c'était intéressant quand même de vous faire un focus sur cet item-là, parce que la répartition du solde via Soltea se fait effectivement par sirette, donc par établissement doté de sirette, et non pas par sirène au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire la personne morale créée, dotée d'un sirène et qui potentiellement effectivement a un, plusieurs, voire une foultitude d'établissements secondaires répartis sur le territoire français. Eh bien, il n'est pas possible à ce jour de gérer la répartition du solde de l'ATA au niveau de l'entreprise personne morale, c'est-à-dire au niveau du sirène. Il n'y a pas de possibilité d'agrégation finalement de ces sirettes au niveau du sirène, puisque Soltea ne connaît que les sirettes et non pas les sirènes. Bon. Donc, c'est un constat qui est effectivement certainement regrettable. En tout cas, évidemment, beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises, et il y en a beaucoup sur le périmètre, le champ de compétences professionnelles, évidemment, d'Atlas. C'est effectivement assez regrettable pour les grandes entreprises que de devoir effectivement raisonner et gérer finalement l'affectation de ce solde au niveau de chaque sirette. En plus, les affectations se font en pourcentage et non pas en valeur absolue. Donc évidemment, en termes de gestion administrative, on va dire, c'est particulièrement lourd. Alors par rapport à cela, la Caisse des dépôts et consignations commence à réfléchir au sujet. De toute façon, il y a un problème d'adaptation de l'outil informatique qui n'a pas été conçu de cette façon-là. Mais la CDC propose 2 aménagements. Alors le premier, qui on va dire un premier niveau de réponse, mais qui est effectivement pas tout à fait satisfaisant par rapport à la problématique de gestion par sirette, mais c'est concrètement d'habiliter une même personne, un même collaborateur dans l'entreprise pour évidemment pouvoir gérer le compte de plusieurs sirettes via Net Entreprise. Bon, ça permet à minima d'avoir évidemment une vision consolidée, on va dire, et globale de l'ensemble du portefeuille de sirettes rattaché à la même entreprise sur un espace dédié. Et de reconstituer quelque part une vision un peu au niveau de l'entreprise et au niveau de la personne morale à laquelle sont rattachés les différents sirettes. Bon, ça c'est plus une facilitation, on va dire, mais c'est pas pour autant que l'entreprise pourra effectivement faire des affectations au niveau du sirène. Alors, il y a une forme de dérogation quelque part qui a été récemment annoncée par la Caisse des dépôts de consignation et qui consisterait pour les très grandes entreprises dotées d'au moins 1000 établissements sur le territoire français de pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement par sirène. Voilà.
Mais concrètement, ça va être, pour bien comprendre le sujet, il s'agit là d'une forme de dérogation qui va supposer un traitement entre guillemets à la mano, avec effectivement un ou plusieurs interlocuteurs dédiés de l'autre côté de l'écran, côté CDC, qui seront potentiellement susceptibles de pouvoir accompagner ces grandes entreprises à traiter ces affectations par sirène et non pas par sirette. Alors, par rapport à cela, je ne sais pas si Christophe, vous souhaitiez d'ailleurs peut-être préciser des points d'éclairage un peu plus Alors, précis. pour l'instant, effectivement, pour le cahier des charges de la Caisse des dépôts, n'a pas prévu de gestion par sirène ou par groupement d'entreprises encore pour cette année. Suite à l'afflux de demandes des très grands comptes, il y aura certainement une dérogation pour tout ce qui dépasse 1000 sirettes, comme vous venez de le dire, Sabrina. Mais pour autant, c'est pas généralisé, ce sera vraiment au cas par cas pour le moment. Donc, l'exercice doit être réparti par sirette. Maintenant, l'accès, comme on l'a dit, à netentreprise.fr pour s'inscrire, c'est pas avant le 25 mai pour les entreprises et le 5 mai pour les écoles, parce que j'ai vu une question d'un OF qui demandait à quel moment elle pouvait aller déposer son RIB sur la plateforme. L'accès pour les écoles, c'est le 5 mai. Via la plateforme netentreprise.fr, allez s'inscrire pour bénéficier des accès à Soltea. Et le 25 mai pour les entreprises par sirette. Voilà. On a fait un peu le tour des questions. Bon, il y en a énormément. Je vous propose bien sûr, vous pourrez aller télécharger le replay du webinaire sur Opco Atlas ainsi que le support de présentation. Vous aurez aussi mon mail pour poser vos questions un peu récurrentes. J'ai vu une question sur la créance de CSA. Alors bien entendu, ça concerne que les 250 salariés et plus. Il y a de la documentation aussi sur ursaf.fr sur les fiches DSN, les fiches consignes DSN pour la CSA, me semble-t-il que c'est la 2588 que vous pouvez aller consulter, tout est bien expliqué dessus. Pour ce qui est des déductions, c'est via la DSN du mois de mai, effectivement. Pour le montant du solde et le montant des déductions. Le montant des déductions, ça ne peut être que imputer les versements en matériel ou en nature faits au CFA et effectivement déduire ce montant positif de créance alternant pour les 250 salariés et plus, rien d'autre. Hein, c'est pas parce qu'on a employé un apprenti qu'on est forcément, on peut forcément déduire quoi que ce soit sur le solde. Voilà, et puis pour le reste de vos questions, vous trouverez mon mail générique sur le site pour pouvoir, n'est-ce pas, m'envoyer vos questions. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, il est 11h57, Sabrina, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et je vais vous souhaiter à toutes et tous un très bon appétit. Bonne digestion après tout ça. Voilà, puis à très bientôt sur opcoatlas.fr. Merci, au revoir. À bientôt, bonne journée à tous.